La mémoire de Louis Ternoir est largement oubliée, alors qu'il fut l'un des plus proches compagnons du général de Gaulle. On peut d'ailleurs rester perplexe sur ce qui détermine que l'on reste ou non dans la mémoire collective. Les dossiers que mon père a confiés aux Archives nationales forment pourtant un ensemble très riche de 70 mètres linéaires de long. Elles ont été peu consultées. Peut-être est-ce dû au fait qu'il les a remises au département des archives privées et familiales, qui sont peu connues. C'est donc seulement 30 ans après sa mort, alors que diverses commémorations cette année sont l'occasion de rappeler le destin du général de Gaulle, que mes frères et moi espérons que les choses puissent changer. C'est le hasard, en 2011, du cinquantenaire d'un massacre à Paris, un massacre d'Algériens le 17 octobre 1961, que je me suis rendue aux archives. Ma curiosité. Je n'avais pas entendu parler du massacre auparavant. Et je me disais, quand j'en ai entendu parler, je me disais, pourquoi une telle tuerie alors qu'on était à quelques mois des accords d'Évian? Une période où le général de Gaulle espérait en finir avec la guerre d'Algérie et où les négociations étaient en cours. D'ailleurs, Pierre Vinal-Daquet, un célèbre historien, disait que c'était une énigme que c'est pu avoir lieu à ce moment-là. Personnellement, ce qui m'importait, c'est que je me suis souvenu que mon père était au gouvernement à ce moment-là. Il était porte-parole du gouvernement. Et j'ai été choquée et peinée en 2011 de penser que lui, qui avait été déporté, qui avait subi la torture, puisse être mêlé de près ou de loin à cet événement épouvantable. C'est cette recherche sur l'enchaînement des circonstances qui m'a amené à consulter le journal de mon père et surtout les notes qu'il a prises pendant toute la période où il a été au gouvernement, du 5 février 1960 au 14 avril 1962. 341 pages. De ce fait, en allant aux archives, mes frères et moi avons découvert un énorme fonds de dossiers et d'écritures, couvrant une période qui allait de 1937 à 1992, l'année de sa mort. Le gros de ces notes et ces dossiers concernaient la vie politique de notre père et les événements qui avaient eu lieu au moment où il était vivant. Ce fut l'occasion de prendre contact avec la Fondation Charles de Gaulle. Hélène Boivin, qui est une jeune historienne, souhaitait terminer ses études d'histoire par la biographie d'un homme politique proche du général de Gaulle. La rencontre s'est faite et c'est sur ce fond qu'Hélène a commencé à travailler et qui a donné le titre de sa thèse « Louis Ternoir, infidèle dans l'ombre du général de Gaulle ». Hélène a accompli un formidable travail de documentation. En dehors du fonds du département des Archives nationales que j'ai juste mentionné, Hélène a travaillé à la Fondation Charles de Gaulle, elle a analysé le fonds Michelet, le fonds Pierre Lefranc, celui du MRP, celui du ministère de l'Information, celui de l'Assemblée nationale, de l'armée. Elle s'est déplacée à Lyon, où mon père est né. Elle est allée aussi aux archives de Brive, qu'ont réuni la fraternité Edmond Michelet, qui était le meilleur ami de notre père. Elle est allée dans le Calvados, elle est allée dans la Manche, et bien évidemment,
elle s'est plongée dans les archives départementales et municipales de l'Orne, où mon père a été député pendant si longtemps et maire de COC. Hélène a obtenu le prix de l'Assemblée nationale pour la qualité de sa thèse. Et nous espérons tous les trois qu'elle sera publiée, bien sûr. Elle nous a beaucoup appris sur notre père. Nous lui en avons une immense reconnaissance. Rares sont ceux qui peuvent découvrir avec tant et tant de précision le parcours de leur père. Je souhaiterais ajouter qu'il est émouvant et même de temps en temps dérangeant, à nos âges maintenant avancés et avec le recul d'une génération, d'entrer dans l'intimité d'une vie, celle de notre père, qui a été faite d'engagement, engagement pris parfois au péril de sa vie. Et en ce qui me concerne, je connaissais la figure de mon père et je l'ai sans doute mythifiée. Je connaissais les morceaux d'honneur, les morceaux de bravoure, la résistance bien entendu, la déportation, le passage au gouvernement, ses prises de position courageuses pour la Palestine. Mais je l'avais sans doute mythifié, car la figure d'un père, c'est le prolongement du regard qu'on a dans l'enfance. J'ai réalisé en lisant la thèse que mon père n'avait pas échappé aux vicissitudes et aux duretés de la carrière politique. Et rétrospectivement, cela m'a fait de la peine. Je reste quand même très fière de l'originalité de son parcours qu'il a fait passer du syndicalisme aux plus hautes fonctions de l'État. Je suis heureuse qu'il y ait un mouvement vers une plus grande reconnaissance. 2 conférences ont eu lieu dans les 2 dernières années. Une conférence à Brive, dans le cadre de la fraternité Edmond Michelet, et une conférence le 2 octobre 2020 au conseil départemental de l'Orne, et qui s'est très bien passée, avec une assistance qui était conséquente malgré le confinement. Espérons que le passage de cette vidéo sur la toile contribuera également à une plus grande reconnaissance. Louis Ternoir, mon père, notre père, est né le 10 novembre 1908 à Lyon, dans une famille de la petite bourgeoisie lyonnaise. Il était le 3e enfant, mais le premier garçon. Il avait 2 sœurs aînées. Après lui, il y aura 2 garçons et une autre fille. Son père était un petit bourgeois qui avait une entreprise de ganterie et qui malheureusement, et on s'en apercevra un peu plus tard, a eu de grosses difficultés. Sa maman, elle, venait de l'Ain. Elle était d'une famille avec un peu d'intellectuels. Le frère de notre grand-mère a été un médecin psychiatre et a écrit un certain nombre de choses concernant le département de l'Ain. Le premier drame de la vie de notre père, c'est qu'en 1918, sa maman est morte de la grippe espagnole. Et je crois qu'il ne s'en est jamais remis, que toute sa vie, cette disparition pour cette maman qu'il adorait,
a été un drame dont il a souffert pendant toute sa vie. Un peu plus tard, alors qu'il avait 16 ans, son père a eu des grosses difficultés car son associé l'a trahi et est parti avec la caisse. Et donc à 16 ans, notre père a été obligé d'arrêter ses études, qui étaient jusque-là assez brillantes, et de se mettre à travailler. Il a fait des petits boulots du style vendeur de savon de Marseille à domicile, et puis il a été engagé dans une entreprise de métallurgie lyonnaise, des Cours et Cabots, et très vite il a été attiré par le mouvement syndical chrétien et par un homme, Marius Gonin, qui a eu une influence considérable sur sa vie. Eh bien, ça a été une chance dans sa vie, car à ce moment-là, le syndicat chrétien du Sud-Est, pour lequel il militait beaucoup, l'a récupéré, lui a demandé de s'occuper du journal, et ça a été le pied dans l'étrier du journalisme qui a marqué ensuite toute sa vie professionnelle. Pendant quelque temps, donc, il s'est occupé de ce journal du syndicat, puis dans certains journaux de Lyon, comme le Nouveau Journal, et puis il a eu la chance d'avoir ce Marius Gonin, qui a été vraiment un de ses mentors, si ce n'est son mentor, qui lui a indiqué qu'un journal se créait à Paris, un journal catholique, entre guillemets de gauche, fondé par Francis Huguet, et qui cherchait un secrétaire de rédaction. Donc notre père a fait acte de candidature et a été tout de suite engagé comme secrétaire de rédaction au journal L'Aube. Il a donc quitté Lyon pour Paris. Il a, au sein de ce journal, occupé d'autres postes que le secrétariat de rédaction. Assez vite, c'est lui qui s'est occupé de la rubrique de politique étrangère, ce qui lui a permis, à cette période difficile pour l'Europe, le monde entier, mais surtout l'Europe, de prendre des positions à la fois contre le nazisme, contre le fascisme, contre le franquisme, et cela, là aussi, a marqué beaucoup toute sa vie. Il en est devenu d'ailleurs, au fur et à mesure, le rédacteur en chef. Cet engagement vers des causes justes a été concrétisé juste après la déclaration de guerre. Il est parti, comme tous les hommes de son âge, il est parti faire la guerre, à la fois en Belgique et dans le nord de la France, dans un régiment d'artillerie auquel il avait fait déjà à son service militaire ses classes, régiment qui a été en grande partie décimé. Il s'est retrouvé d'ailleurs assez vite, alors qu'il n'était que sous-officier, le plus haut gradé de son régiment. Il a réussi à travers la France qui était dévastée, où partout les gens réfugiés partaient, quittaient leur domicile pour aller se réfugier au sud, il a réussi à ramener les quelques camarades qu'il avait autour de lui jusqu'à le sud de la France où ils ont été démobilisés. Pendant ce temps-là, sa femme, ma mère, notre mère et moi qui étais déjà là, nous avions été nous réfugier en dehors de Paris, dans le Cher, pour éviter l'arrivée des Allemands à Paris. Nous étions là avec notre grand-père, Francis Huguet, notre grand-mère et un certain nombre de parents pour éviter d'être coincés à Paris comme certains l'ont été. Par la chance, peut-être le miracle, nous avons réussi à nous rejoindre à Lyon, où très vite, papa, Louis Ternoir, s'est engagé dans la résistance, aux côtés de gens comme Lucie Aubrac, comme Emmanuel Dacier de la Vigerie et comme d'autres. Et il a eu je pense, sa démobilisation qui a dû arriver aux environs du mois de juillet 1940, il a réussi à vraiment s'engager dans la résistance. Il avait rencontré un homme qu'il avait connu avant la guerre,
Stanislas Fumet, qui avait décidé de créer un journal qui s'appelait Temps Nouveau, qui était un journal qui jouait, si je puis dire, sur les mots. Il développait des articles, j'en prends un par exemple, sur Jeanne d'Arc, disant qu'elle n'avait jamais cédé à la tentation de collaborer. Mais très vite, les autorités vichysoises, en particulier l'amiral Darlan, ont condamné le journal et l'ont interdit. Donc ce début de guerre s'est prolongé à Lyon, mais très vite, il s'est trouvé aux côtés de Georges Bidault. Georges Bidault, qui avait été avant la guerre un des éditoriaux, peut-être le principal éditorial de l'Aube, et qui s'était engagé dans la résistance et qui avait créé, à la demande du général de Gaulle et de Jean Moulin, le bulletin de la France combattante, qui était une sorte de bulletin d'agence France-Presse, de la presse clandestine. Et très vite, Georges Bidault a demandé à papa de venir avec lui à Paris parce que c'était, sur le plan de la diffusion, plus facile. Lorsque Jean Moulin a été arrêté par la Gestapo, torturé et est mort, c'est Georges Bidault qui a pris la présidence du CNR, du Conseil national de la résistance, et compte tenu de ses liens avec Georges Bidault, notre père est devenu l'un des secrétaires du Conseil national de la résistance. Il a également été l'un de ceux qui ont rédigé ce qu'on a appelé plus tard et qu'on appelle encore maintenant le programme du CNR, et qui a eu une influence sur le plan politique et social sur la France des 50 ou des 60 dernières années. Malheureusement, il est tombé dans un piège et a été arrêté par la Gestapo, torturé longuement à tel point qu'il y a perdu un œil, incarcéré à Fresnes. Il a été ensuite déporté à Dachau, l'un des camps les plus, entre guillemets, emblématiques du régime nazi, puisque c'était le premier camp créé par le régime nazi. Là, pendant quelque temps, il y a été enfermé. Il a rencontré celui qu'il connaissait déjà et qui est devenu ensuite son meilleur ami, Edmond Michelet. Puis ensuite, il a été dans un camp subsidiaire. Il y en avait beaucoup. Chaque camp de concentration important, tel que Dachau, Buchenwald, Ravensbrück, etc., avait des camps satellites. Il a été emmené dans un camp qui s'appelait Kempten. Et là, il a pris une importance puisque d'abord, c'est un militant communiste qui avait pris la responsabilité de l'ensemble des Français de ce camp, mais ensuite, c'est à notre père qu'a été confiée cette responsabilité. Heureusement, ils ont été, comme semble-t-il, un certain nombre de déportés qui étaient à Dachau ou dans les camps qui dépendaient de Dachau, rattrapés par l'armée américaine et délivrés. Il en est revenu le 8 mai 45, le 7 mai 45, la veille de la paix. J'ai le souvenir encore d'Alain, mon frère, que vous allez entendre maintenant, et de moi, accueillant notre père sur le palier de notre appartement. Et je me souviens encore, j'ai encore la vue de cet homme maigre, avec pratiquement aucun cheveu sur la tête, qui flottait dans ses vêtements et que j'ai eu du mal à reconnaître comme étant notre père. À la Libération, sortant de l'horreur de Dachau, de son camp de déportation, où
l'autodidacte, syndicaliste chrétien, journaliste d'avant-garde, antifasciste, anti-hitlérien, Louis Ternoir va entrer en politique. Il est en continuité par rapport à l'engagement de ses convictions jusque-là. Néanmoins, il ne s'y était pas préparé. La politique n'était pas sa vocation. C'était un homme de plume, d'analyse, de perception intelligente, de prévoyance. Mais il n'avait pas envisagé auparavant à faire de la politique comme un parlementaire. Il n'avait pas le choix. Ça ne pouvait pas être autrement. Et ses amis politiques, sa famille, l'encouragent à se présenter à la première et à la deuxième constituante, puis ensuite à la première législature de la 4e République. Il est dans la ligne de la fidélité à son engagement de résistant, c'est-à-dire au chef de la France libre, au général de Gaulle. C'est dans sa nature de continuer dans le même sillon. C'est ainsi que Louis Ternoir est élu député de l'Ordre, tête de liste du MRP, le Mouvement républicain populaire, le parti des démocrates chrétiens, qui s'appelait encore le parti de la fidélité. Il reste fidèle, tandis que le MRP, le parti démocrate chrétien français, lui ne reste pas fidèle à De Gaulle, qui se croit obligé, le 20 janvier 1946, de quitter le pouvoir. Là, c'est un vrai problème pour Louis Ternoir et pour Edmond Michelet, parce qu'ils sentent l'un comme l'autre, Edmond Michelet, je le rappelle, son meilleur ami, car ils sentent l'un comme l'autre que le divorce est en train de se créer entre le parti auquel ils appartiennent, qu'ils avaient contribué dans le passé à fonder, à installer les fondations, et le chef de la France libre. Alors ils essayent encore pendant quelques mois d'associer les deux fidélités, les deux engagements, mais le divorce s'élargit. Louis Ternoir, comme Edmond Michelet, reste fidèle à De Gaulle. Il faut dire aussi que De Gaulle avait la vraie vision de ce qui était utile pour la France. L'histoire l'aura ultérieurement confirmé. Et progressivement, Louis Ternoir, comme Edmond Michelet, s'engage auprès du général de Gaulle ou auprès du mouvement du rassemblement du peuple français créé par De Gaulle. Immense succès aux élections municipales de 1947 qui conforte cet engagement évidemment, et progressivement, le divorce étant désormais total, c'est au RPF que Louis Ternoir travaille aux côtés du général de Gaulle en conseil politique. Mais Louis Ternoir n'est pas un carriériste opportuniste. Et lorsque le général de Gaulle lui demande aux élections de 1951, aux élections législatives, de changer de département d'élection pour aller se battre contre l'homme fort de la 4e République de l'époque, René Pleven, dans les Côtes du Nord, de quitter l'ordre, de quitter sa terre de confiance électorale, eh bien Louis Ternoir l'accepte. Je ne connais pas dans l'histoire contemporaine, parmi les hommes politiques, quelqu'un qui aurait abandonné l'assurance d'une réélection au profit d'une incertitude d'autant plus incertaine que la 4e République, les gens de la 4e République avaient institué un système électoral unique qui était celui des apparentements. Malgré un très bon score dans les Côtes du Nord, Louis Ternoir n'est plus député. Charles de Gaulle, qui lui fait totale confiance et qui veut lui montrer que son engagement à ses côtés est la bonne voie, le choisit comme secrétaire général, c'est-à-dire comme son second dans ce combat politique. Louis Ternoir continue, comme il l'avait fait comme député, à se battre pour la réconciliation européenne, notamment avec les Allemands, dans une vision aussi de décolonisation d'une France qui était encore restée sur les marques d'un empire disparu. Mais c'est surtout auprès du général de Gaulle qu'il engage son combat permanent pour que la France renoue avec ce chef qui lui avait déjà désigné la bonne voie. Période difficile. On a appelé ça la traversée du désert. Mais Louis Ternoir est fidèle à ses côtés.
exerce toutes les missions qui conviennent, mais voit en même temps certains de ses amis du Rassemblement du peuple français préférer leur carrière immédiate à un engagement exigeant pour la France aux côtés du général de Gaulle. Et là, dans cette période difficile de traversée du désert, au bout d'un moment, Louis Terre-Noire est obligé de quitter cette attitude, puisque le général de Gaulle lui-même avait renoncé, en tout cas pour cette période-là, à sa position au sein du Rassemblement du peuple français. Donc Louis Terre-Noire a une période difficile sur le plan personnel, non pas familial, puisque la famille est derrière lui unie, mais sur le plan professionnel. C'est comme ça. Ce sont les aléas de la vie politique. Ce sont les conséquences, disons, de son abnégation. Mais il le fait avec le courage nécessaire, et cette période est heureusement relativement courte, puisque dès 1958, à cause de la guerre d'Algérie, à cause de l'incapacité des hommes politiques de la 4e République de régler la question algérienne, de régler la question de la décolonisation d'une façon définitive, eh bien, on ne voit pas d'autre solution, on ne voit pas d'autre objectif pour en sortir que de faire appel de nouveau au général de Gaulle. Et là, tout de suite, de Gaulle, bien entendu, fait appel à son compagnon de confiance, qui est Louis Terre-Noire. Il le charge d'abord de s'occuper des informations radio-télévisées, qui étaient totalement prises en main par le pouvoir précédent, pour remettre les choses en état. Ça dure quelques mois. Et puis Louis Terre-Noire se représente aux élections législatives de l'Orne. Il était évidemment élu, on peut même dire réélu. Et compte tenu de cette période complexe, puisque de Gaulle avait été appelé par certains pour confirmer l'Algérie française, et qu'au contraire, il décide l'autodétermination, il décide de prendre la voie d'une Algérie indépendante, d'une Algérie algérienne, alors il faut, disons, organiser et même encadrer le groupe élu sur cette idée qui n'était plus d'actualité, et on fait confiance à Louis Terre-Noire comme président du groupe. Les événements d'Algérie sont rudes. Il y a une résistance notamment, mais pas exclusivement, mais principalement des Européens d'Algérie qui ne veulent pas accepter cette évolution pourtant historique. Et à la suite de plusieurs événements sur lesquels il n'est pas le moment de revenir, Louis Terre-Noire est appelé par de Gaulle au sein de son gouvernement comme son porte-parole, ministre de l'Information, car il faut expliquer, réexpliquer, informer les Français, tous les Français, de cette voie nécessaire vers la paix que de Gaulle, à juste titre, a choisie. Et c'est le rôle de Louis Terre-Noire, en tant que porte-parole, d'expliquer non seulement à la presse, mais à travers la presse, à tous les médias, ce qu'est cette voie-là. Louis Terre-Noire le fait avec la connaissance, l'expérience, la sensibilité de l'homme d'information, du journaliste qu'il était. Et cette période étant terminée, à partir de 1962, de Gaulle lui propose de redevenir secrétaire général du mouvement gaulliste, au sein duquel il fallait faire un nouveau rassemblement, une fusion avec certains gaullistes qui n'avaient pas été associés à l'organisation politique, notamment les gaullistes de gauche. Louis Terre-Noire, en tant que nouveau secrétaire général, fait cette fusion avec les gaullistes de gauche et remporte les élections de 1962, qui faisaient suite, bien entendu, au choix qu'avaient fait les Français d'élire le président de la République au suffrage universel. Donc à partir de là, Louis Terre-Noire, redevenu député de l'Orne, reprend un rôle de parlementaire actif, responsable, et notamment l'Européen convaincu qu'il était depuis toujours, depuis les années 30, favorable à une entente et une réconciliation franco-allemande, devient le rapporteur du traité historique, du traité d'amitié, du traité de réconciliation, du traité de l'Élysée entre la France et l'Allemagne, parrainé par de Gaulle et Konrad Adenauer. Il est d'ailleurs déçu à ce moment-là parce qu'il voit bien que des forces contraires à l'orientation gaulliste de l'Europe, une Europe des États, une Europe indépendante, une Europe libre, une Europe puissance, ceux-là cherchent à y mettre des obstacles parce qu'ils sont pour une Europe atlantiste, une Europe dépendante des États-Unis, et introduisent un préambule dans ce traité. Néanmoins,
Louis Ternoir rapporte et de façon symbolique l'ancien déporté, l'ancien résistant, celui qui avait été torturé par la Gestapo, et le rapporteur devant l'Assemblée nationale, devant la représentation nationale, de ce traité d'amitié, de réconciliation entre la France et l'Allemagne. Et il était devenu auparavant, là également à la demande et sur les conseils du général de Gaulle, le président de l'Union pan-européenne de France, un mouvement différent des autres mouvements pro-européens, qui était lui conforme à la vision d'une Europe indépendante, d'une Europe forte. Et à côté de cet engagement qu'il amène au Parlement européen, dont il devient assez rapidement le vice-président, Louis Ternoir aussi suit la vision gaulliste d'une France réconciliée avec l'ensemble de la Méditerranée, notamment avec le monde arabe, et en particulier, il choisit de se battre pour l'honneur et la défense des intérêts légitimes du peuple palestinien, brimé, occupé, durement, réprimé, honteusement, et il le fait avec beaucoup de courage, parce que tel n'était pas, disons, le sentiment dominant qui existait non seulement dans la classe politique, mais dans la France de l'époque. Voilà, ça c'est Louis Ternoir. C'est un homme de résistance, c'est un homme de conviction, ça n'est pas un opportuniste, c'est un homme qui a mis sa carrière au service de sa foi, de ses engagements, c'est un fidèle, c'est un exemple. Après le récit de mes frères François et Alain, qui est nourri, comme vous avez pu le constater, de leurs souvenirs autant que de leur lecture et de leur culture politique, je voudrais conclure cette vidéo par la question que pose Hélène Boivin: quelle relation entre De Gaulle et Louis Ternoir? Autre question importante pour comprendre sa biographie politique: y a-t-il une continuité dans le parcours de Louis Ternoir entre l'avant-guerre et l'après-guerre? Hélène Boivin cherche ce qu'il y a eu de commun entre les deux hommes avant qu'ils se connaissent. Quelques lectures, leur foi chrétienne. Mais pour comprendre l'admiration que Louis Ternoir a vouée à De Gaulle, il faut surtout imaginer ce qu'a représenté pour ceux qui l'ont vécu l'avilissement de l'univers concentrationnaire, de la déportation. Au cœur de l'horreur de Dachau, De Gaulle était l'espoir qui faisait vivre les déportés. Sous les humiliations, Charles de Gaulle, écrit mon père, était notre revanche. S'en est suivi une période de 30 ans où Louis Ternoir fut fasciné par la personnalité du général de Gaulle. Le choix de lier son destin politique à celui du général prime sur tout le reste, y compris sur ses mandats électifs. Hélène Boivin écrit: sa fidélité est totale envers son chef. Mais les échanges qu'ils ont ne sont pas aussi déséquilibrés qu'on pourrait le croire. Il y a de la confiance et une certaine intimité, comme le révèle cette anecdote, puisqu'il est arrivé à De Gaulle de lire à haute voix un chapitre qu'il venait d'écrire de ses mémoires de guerre. De Gaulle et Louis Ternoir partagent la conviction qu'il existe une voie entre la gauche et la droite. Tous deux critiquent l'égoïsme bourgeois, comme ils critiquent la pédagogie de la gauche. Non pas la pédagogie, excusez-moi, la démagogie de la gauche. Ce qui les lie le plus, c'est le désir de voir les institutions se réviser et l'idée de l'indépendance de la France. Hélène Boivin rapporte à ce sujet une phrase de notre père:
Notre sort serait-il de devenir un pays satellite, une forme de lune américaine ou soviétique? Le parcours militant de notre père, nourri de 10 années de syndicalisme, est apparemment unique dans la mouvance gaulliste. Pour Hélène Boivin, c'est ce qui fait l'originalité de notre père. Il est authentique, il est un vrai gaulliste, et contrairement à ceux très nombreux qui ont instrumentalisé le gaullisme ou qui s'y sont référés ou qui s'y réfèrent aujourd'hui alors qu'ils l'ont tant critiqué de son vivant.